Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client, saison 2, organisée par Roam et Assurenco. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client. Et je suis ravie d'animer ce deuxième épisode de cette deuxième saison. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir comment optimiser et améliorer l'expérience client grâce à l'appui de partenaires. Et ces partenaires, justement, je vais vous les présenter tout de suite. Cyril Chambellan, Head of Product d'Axialis, éditeur d'une suite logicielle SaaS de téléphonie dédiée à la relation client. Bonjour. Julien Lepostec, Senior Manager Commercial Sales chez Zendesk, donc Zendesk, éditeur de logiciels pour la gestion du service client. Bonjour. Bonjour. Thierry Leras, VP chez Capgemini, vous êtes en charge de l'assurance. Capgemini, on le connaît, est une société de conseil en transformation digitale, services technologiques et ingénierie. Bonjour. Bonjour Claire, bonjour à tous. Et Nicolas Renoux, directeur grand compte banque et assurance chez Majorel, prestataire en gestion de la relation client externalisée. Bonjour Claire. Alors, premier tour de table déjà, généralement pour vous, quelles raisons et dans quel contexte une entreprise vient vous voir et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter en matière d'expérience client? On commence, allez Thierry, on commence par vous. Nos clients s'adressent à Capgemini et au groupe Capgemini dans son ensemble, en général pour trois types d'enjeux. Le premier, c'est de gagner en efficacité commerciale. Le deuxième, souvent de digitaliser leur parcours, qu'il soit parcours de vente, parcours de service, parcours de gestion sinistre. Et le troisième, pour simplifier leur processus métier et autour de la relation client en particulier. Et on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Tout à fait. Julien ? Idéalement, on nous sollicite une fois qu'on a sollicité Thierry. Je le dis souvent, finalement, la solution, elle est forte et elle donne des résultats quand il y a eu ce travail de refonte des expériences, des parcours et de la stratégie. Donc, on arrive pour être un peu la cerise sur le gâteau qui va matérialiser cette nouvelle organisation. Justement, on va en reparler tout à l'heure de l'avant-projet. Qu'est-ce qu'on met en place d'abord? Nicolas Renoux. Oui, nous c'est peut-être un petit peu différent parce qu'on est plus perçu comme un acteur qui va fournir de la ressource humaine. Donc quatre grandes familles, j'ai envie de dire, de raisons pour lesquelles les gens viennent nous voir. En premier lieu, un besoin face à un flux qui soit nouveau, qui soit un flux d'accroissement, rechercher une expertise pour faire face à une évolution réglementaire, LCBFT. On ne manque pas de nouveautés réglementaires dans le secteur de l'assurance ou dans le secteur de la banque. La sécurisation d'un dispositif. Je pense qu'on sort d'une crise qui a montré aussi qu'il fallait savoir sécuriser ces dispositifs, et ça peut être ça. Et enfin, le prix, qui est pas négligeable. Et c'est vrai qu'en faisant appel à des acteurs tels que Majorel, on s'ouvre aussi à des destinations nouvelles qui permettent de venir réduire le coût de production. Et Cyril Chambellan, on finit par vous. Oui. Alors pour nous, c'est aussi un peu différent puisque nous, on est une société éditrice de logiciels et opérateur télécom dédié à la relation client, spécialisée dans le canal téléphonique. Donc généralement, on a deux grands profils d'entreprises qui viennent nous voir. Le premier, ce sont les entreprises qui ont déjà un centre de relation client établi avec un canal téléphonique ouvert et qui cherchent à se moderniser, qui cherchent à passer sur un modèle SaaS pour être plus performant, pour être plus compétitif au global. Et un deuxième grand profil d'entreprises qui vont venir nous voir, ce sont au contraire les entreprises qui sortent du mode start-up, qui grandissent et qui ont envie vraiment de retravailler leur lien avec leurs clients et qui vont vouloir mettre en place le canal téléphonique, qui est aujourd'hui un des canaux les préférés des Français. Alors justement, aujourd'hui, on va parler d'expérience client. Et quand on en parle dans le secteur de l'assurance et notamment du décalage, on parle souvent du décalage que l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux secteurs, entre la perception des clients et les efforts fournis par les entreprises. Thierry Leras, quel est votre constat justement par rapport à ça ? Le constat, c'est que les clients de nos assureurs, finalement, attachent beaucoup d'importance encore au facteur humain et au contact humain. Si elle le disait, les agents et le canal téléphonique restent encore prépondérants. Et en parallèle, ils utilisent de plus en plus des canaux d'interaction digitaux, ce qui donne finalement un défi aux assureurs d'assurer leur expérience de bout en bout pour leurs clients à travers une logique multicanale, et donc on parle d'omnicanalité. Et cela, ça révolutionne un petit peu pour eux la façon dont ils doivent s'organiser, les outils qu'ils doivent mettre en œuvre, et aussi la façon dont ils suivent la performance de leur relation client dans le temps. Donc cette frustration que certains clients aujourd'hui peuvent observer, elle est aussi liée parce que les assureurs ont
investi, mais peut-être plus sur certains outils ou certaines étapes de la chaîne de valeur. C'est plus facile aujourd'hui de découvrir une nouvelle offre ou de demander un devis que ça ne l'est de souscrire en ligne de bout en bout sur certains produits ou pour certaines clientèles. Voilà, donc c'est l'étape d'après que les clients, nos clients assureurs cherchent à franchir, c'est d'avoir vraiment une relation client de bout en bout et qui soit la plus fluide possible. Alors, pour améliorer l'existant et répondre à ces enjeux, justement, en matière d'expérience client, les entreprises s'appuient sur des partenaires en conseil, en technologie, en service. Donc, on a une bonne représentation aujourd'hui. Quelles questions se poser avant de faire appel à ces partenaires? Qu'est-ce qu'il faut mettre, à quoi il faut penser avant même de se dire je vais lancer un appel d'offres, Julien? Je pense que la première pierre à l'édifice, c'est de repenser, d'analyser, de repenser les parcours clients et peut-être un petit peu se challenger sur les investissements et la valeur qu'on va en tenir. On voit trop encore aujourd'hui d'entreprises qui abordent le sujet de l'expérience client un peu trop et uniquement par le coût. Et je pense que c'est intéressant de le piloter par la valeur que ça va apporter. On a parlé dans d'autres épisodes d'études qui montrent, et le secteur de l'assurance n'y échappe pas, notamment avec la dérégulation, on voit très bien que l'enjeu est de garder les clients. On dépense beaucoup pour acquérir de nouveaux clients, on facilite l'arrivée d'un nouveau client. Comment on investit pour garder ce client à long terme? Alors, même question, Thierry, à quoi faut-il penser avant d'enclencher justement un nouveau partenariat? Alors, je dirais il faut connaître son point de départ et donc écouter la voix du client, mettre en place des dispositifs, des baromètres, des suivis du parcours, des interactions. Donc savoir d'où on part et quels sont les irritants finalement que l'on veut traiter. Donc ça, c'est, je dirais, la première chose. La deuxième chose, c'est aussi d'être clair, et tu le disais, sur finalement les priorités. On ne peut pas tout adresser en une fois, et donc il y a peut-être certains clients qui ont plus de valeur, il y a certains irritants qui ont un impact plus fort sur la satisfaction des clients de l'assureur, et donc il faut peut-être les prioriser. Et puis le troisième aspect, c'est qu'il faut penser très tôt aux data, aux données que l'on veut collecter pour pouvoir suivre et améliorer. Et on peut mesurer énormément de choses aujourd'hui, et ces datas, elles sont sur l'interaction, elles sont sur la qualité de service, elles sont aussi sur les actes qu'on a choisi de digitaliser. Donc toutes ces données-là, il faut se préparer très tôt à pouvoir les collecter et à pouvoir les traiter, les analyser, et puis les diffuser dans l'organisation pour la mettre en ordre de marche dans une logique d'amélioration continue finalement de cette relation. Alors, une fois ces questions et ces objectifs posés, comment faire le choix d'un partenaire? Quels sont les critères à prendre en compte, Nicolas Renou? Je pense qu'un premier critère qui paraît relativement évident, c'est l'expertise de votre interlocuteur. On a vu que le cadre était présenté de façon très générique. Après, on va par exemple choisir un bout du parcours, si on est plutôt sur des enjeux d'acquisition, si on est sur des enjeux de gestion de sinistre. Et je pense que l'échange qu'on va avoir avec le partenaire va aussi permettre de mesurer sa sensibilité et son degré d'expertise par rapport à ça. Je pense que c'est pour ça notamment qu'on s'est organisé nous en verticale pour avoir cette expertise, et au sein de ces verticales véritablement retrouver des spécialistes si on est sur de l'acquisition ou sur de la gestion de sinistres ou sur des enjeux réglementaires. Je pense qu'après, un bon point, et je vais illustrer ce que Majorel a pu faire, c'est mettre en place ce que nous on appelle des learning expeditions qui nous permettent de partager avec nos clients, avec nos prospects sur des avancées, des solutions, des points de production, des organisations qu'on a pu mettre en place et qui nous permet aussi d'avoir ce dialogue avec nos clients ou avec nos prospects qui permet de partager sur ces valeurs et leurs attentes. Cyril Chambellan, dans la majorité des cas, les projets technologiques s'intègrent à un écosystème existant. Comment on assure une intégration cohérente, efficace, quand vous êtes Axialis, que vous allez chez un client et qu'il a déjà quelque chose en place? Oui, tous nos clients arrivent avec un écosystème, voire des écosystèmes, et tout l'enjeu, effectivement, c'est bien de s'intégrer à ces écosystèmes, que ce soit l'écosystème métier, à travers les processus métiers, les organisations déjà en place, les objectifs vraiment métiers qui y sont. Et donc là, tout l'objectif, c'est effectivement de comprendre cette organisation, ces objectifs, les indicateurs, et vraiment les avoir en tête au moment où on va construire la solution. Et ensuite, il y a l'écosystème d'outils. Et là, effectivement, tout l'enjeu, c'est d'avoir et de trouver des partenaires ou des fournisseurs qui ont des produits qui sont déjà intégrés nativement, si possible,
avec des choses de votre écosystème. Par exemple, effectivement, nous, à Axalis, on a une intégration native à Zendesk, par exemple, qui nous permet effectivement de travailler facilement là-dessus. Effectivement, d'avoir ce qu'on appelle une interopérabilité et une ouverture sur l'ensemble des outils internes de l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important là-dessus. Il faut, quand on lance un projet, quel que soit, ce soit un projet technologique, que ce soit un projet en termes d'activité, comment dire, d'externalisation de l'activité. Il y a forcément une conduite du changement à engager, quel que soit le projet. Et les conseillers, les collaborateurs sont les premiers finalement interlocuteurs à embarquer dans ce projet-là. On l'observe d'ailleurs dans le dernier rapport réalisé par Zendesk. Les collaborateurs veulent se sentir inclus dans les projets d'amélioration de l'expérience client. Mais comment on fait? Comment on procède justement pour les embarquer? Peut-être à l'instar de ce qu'on a dit tout à l'heure, on commence par écouter les clients pour comprendre ce qui ne va pas. Je pense qu'il y a une source d'informations précieuses dans les collaborateurs qui utilisent les solutions, qui délivrent le service qu'on demande et qu'on propose aux clients. Et donc peut-être commencer par les écouter. Ils ont certainement beaucoup de bonnes informations à nous donner pour orienter le choix des solutions. Et puis on voit que les projets qui fonctionnent bien, donc qui sont menés à temps et qui sont performants, ce sont les projets dans lesquels ces utilisateurs ont été embarqués dès le début et pendant le projet. Ce sont les meilleurs ambassadeurs d'ailleurs de la conduite du changement parce qu'ils vont pouvoir expliquer à leurs collègues ce qui va être mieux et comment ça va être mis en place. Ouais, je partage complètement. Les collaborateurs sont aujourd'hui une mine d'informations. Alors c'est vrai qu'au démarrage et dans un lancement d'opération, on va donner une base de référence sur le processus, la base de connaissances aux collaborateurs. Et sur cette base-là, il va venir nourrir et compléter son expérience, parce que la base de connaissances, par définition, elle ne va pas donner 100% ou être complètement adaptée à la réalité du client. Et je pense que c'est effectivement très important qu'on récupère cette information directement de la part de nos collaborateurs, que ce soit à travers des écoutes, les enregistrements et surtout leur participation active au sein des projets. Et c'est vrai qu'on essaye de le faire systématiquement. Nous, on a monté par exemple à travers une gamification des parcours clients pour pouvoir identifier les pain clients, les difficultés, là où on a des ruptures de parcours. On le fait en transverse avec nos clients donneurs d'ordre. Et c'est vrai que systématiquement, on en ressort une expérience très riche qui vient derrière faire des modifications de parcours, qui peut amener à la création de nouveaux produits. On a vu ça aussi. Et c'est vrai que cet échange entre ceux qui sont la voix et les oreilles du client et ceux qui imaginent les produits, j'ai un peu envie de dire en back-office, est crucial. Ouais. Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, embarquer le client et les collaborateurs, ça se joue sur tout le cycle de vie d'un projet, avant même le projet, pour bien comprendre effectivement leur situation initiale, là où ils veulent aller, et effectivement les former au moment du déploiement, mais aussi les accompagner jusque pendant le run. Effectivement, donc chez nous, on a des CSM, donc des Customer Success Managers, qui ont le devoir effectivement de garder contact avec le collaborateur, avec les utilisateurs directs, comprendre les difficultés, les former sur les nouveautés, ce genre de choses, et effectivement garder ce lien, encore une fois, qui fait partie de l'expérience collaborateur, parce qu'on parle d'expérience client mais aussi, c'est l'expérience collaborateur qui est très importante, et garder cette expérience collaborateur tout au long du cycle de vie, en tout cas, du travail avec eux. Si je peux peut-être ajouter aussi sur l'aspect outils, on fait beaucoup de tests, on fait beaucoup de simulations. On est beaucoup maintenant dans des démarches incrémentales qui permettent d'ajouter, de faire grossir le périmètre et de partir petit, mais de partir lancé, voilà, avec les équipes. Ce qui permet aussi de garder cette agilité-là et de ne pas avoir de tunnel de mise en œuvre de projets comme on a pu en voir dans le passé. Aussi à travers des outils pour simplifier et avoir vraiment à cœur de regarder le poste de travail à la fois vu du client, vu du conseiller, d'avoir cette symétrie et de travailler de concert sur les deux et sur les deux types de parcours pour ne pas créer trop d'écart et justement travailler dans une satisfaction qui soit bien comprise. Et puis sur
l'accompagnement aussi du management et du management intermédiaire qui est très très important pour qu'ils soient porteurs, agents du changement aux côtés de leurs collaborateurs, qui puissent relayer un peu cette impulsion de la direction générale ou de la direction client et qui rendent leurs collaborateurs fiers finalement des résultats qu'ils obtiennent parce que ce sont les leurs avant tout. Est-ce que ça vous est justement arrivé d'avoir des projets où les collaborateurs n'ont pas été du tout embarqués, impliqués et ça a été plus ou moins compliqué ? Je pense qu'on a tous connu ça au moins une fois. Oui, au moins une. Effectivement. Et ça fait partie effectivement d'apprendre en avançant. C'est qu'on se rend tous compte effectivement que si on n'embarque pas les utilisateurs et l'ensemble des utilisateurs avec les différents profils, chez nous par exemple on a des superviseurs, des opérateurs, des administrateurs, il faut les accompagner, les former et comprendre leurs besoins dès le départ. Et si on ne fait pas ça, on a de fortes chances de ne pas arriver à nos buts. Ça c'est certain. Puis je rejoins ce que tu disais, on a quand même une chance. Hein. On vit dans une époque où la technologie, elle est plus simple à mettre en œuvre. Et donc on peut se permettre de mettre les mains dedans. On n'a pas besoin d'attendre 6 mois avant de voir un résultat. Donc il ne faut pas s'en priver. Et il faut appliquer, il faut le faire de manière itérative, sans avoir besoin d'attendre très longtemps pour en voir les bénéfices. Alors, Bon, allez-y Nicolas. Non, je pense que quand on démontre aussi qu'on est à l'écoute des collaborateurs, ça génère aussi de l'envie de faire davantage de remontées. Donc c'est une mécanique probablement qu'il faut arriver à mettre en œuvre à travers des instances, à travers des outils, à travers ce que l'on veut. Mais je pense qu'à partir du moment où on démontre qu'on écoute et la voix du client et la voix des collaborateurs, voilà, la machine se met en marche et les idées remontent assez naturellement. Alors, quand on lance un projet, quel qu'il soit, et qu'on part de l'expérience client, qui doit être partie prenante dans l'entreprise finalement dans ce projet-là ? La DSI pour éventuellement la technologie, mais aussi évidemment la direction de l'expérience client. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres personnalités à embarquer ? Ouais, moi je pense qu'il faut, c'est un vrai 360 qu'il faut réaliser. Je crois que ça a été dit dans un épisode précédent, mais c'est un projet d'entreprise, ça concerne toutes les fonctions de l'entreprise. Vous avez cité la DSI, on peut parler de la RH, il y a toute la partie qualité, la partie formation, la partie métier, processus. Si on va sur le secteur de l'assurance, il y a toute la partie technique autour de l'actuariat et des enjeux produits sur le coût moyen d'un sinistre. La compliance sur la partie... la réglementation, sur la partie réglementaire. Donc je pense que c'est vraiment important. C'est pour ça que la phase projet sur un lancement et dans le choix d'un partenaire est clé. Et c'est important d'être accompagné du démarrage, j'ai envie de dire, du lancement du RFP jusqu'à sa réalisation, parce qu'on voit qu'il y a énormément de cohésion à avoir et il faut mobiliser quand même beaucoup de ressources. Je pense que c'est important d'avoir un pilote qui veille à ce que toutes les ressources soient bien mobilisées. Oui, je suis complètement d'accord. Pour moi, dès lors qu'une population est impactée par le projet, de près ou de loin, elle doit être au minimum consultée et accompagnée pour s'assurer du succès du projet. Oui, tout à fait. On parlait des écueils à éviter. C'est vrai qu'un des écueils, c'est de considérer que ce type de projet est un projet pour la direction client ou de l'expérience client. C'est par nature un projet qui va couper tous les silos ou toutes les directions et donc désiloter l'entreprise. Et c'est un projet sur lequel on va remonter assez vite sur des sujets de culture, sur des sujets d'amélioration continue de l'ensemble de l'entreprise. Ça peut remonter, comme tu le disais, jusqu'au produit, la simplification des notices, des conditions générales, la façon dont on communique vers le client aussi. Donc ça va tirer beaucoup de sujets. Et des sujets technologiques, évidemment, puisqu'on a beaucoup de possibilités, beaucoup d'outils différents, mais il faut qu'ils soient utilisés au bon moment et pour la bonne valeur, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, et tout ça mesurable. Voilà. Alors justement, on va en parler de la mesure, parce que l'objectif finalement dans la mise en place d'un nouveau projet, c'est de gagner en performance et d'améliorer la productivité et voilà, de faire en sorte que l'expérience client soit toujours meilleure et que ce soit aussi efficace en interne qu'en externe. Et donc du coup, comment on évalue l'avant-après d'un projet ? Les indicateurs clés, je crois que c'est quand même la base, c'est mesurer... C'est pas toujours d'ailleurs facile parce parfois on adresse des organisations où il n'y a pas une grande maturité sur justement le fait de collecter ces informations et ces indicateurs. Donc d'abord se mettre d'accord sur les indicateurs,
quels sont-ils avant le projet, comment ils évoluent pendant, après, et tu l'évoquais tout à l'heure, 6 mois après, 1 an après, venir montrer cette évolution sur ces indicateurs. Et donc bien les choisir. Il y en a plein, on a le choix, mais je crois qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Est-ce qu'on peut les rappeler justement parce que... Oui. Il y en a un qui est, je trouve, sous-estimé, et le secteur d'assurance, encore une fois, n'y échappe pas, c'est l'effort client. Je crois que c'est ce qui est attendu aujourd'hui par le marché. Tout le monde aujourd'hui arrive à avoir des expériences clients incroyables du bout du doigt sur un mobile. On s'attend à ça dans tous les secteurs d'activité. Donc ça devrait être, je pense, un des points les plus importants, c'est s'assurer que ça soit facile et rapide pour un client pour prendre un contact avec une entreprise et trouver une réponse à ces questions. Ouais, je te rejoins. Je pense que sur la partie assurantielle et particulièrement sur la partie de gestion de sinistre, c'est vraiment important de mesurer le nombre d'interactions. Alors ce que nous on va appeler la DMTG, la DMT globale, c'est combien de temps à la fois on a investi, parce que derrière il y a un rapport financier qui est aussi important et qui est un autre élément de mesure probablement de la relation. Mais je pense que c'est important de mesurer combien d'interactions on a eu pour pouvoir réaliser un sinistre. Et l'objectif est véritablement de limiter au maximum ces interactions pour rendre l'effort client le plus minime possible. Ouais, complètement. Pour moi, il ne faut pas oublier qu'un indicateur de succès dépend aussi des objectifs qu'on s'est mis à la base par rapport au projet. Ils viennent valider ou invalider effectivement les objectifs qu'on s'est mis à la base. Donc soit ils sont très opérationnels, et nous, côté téléphonie, on a des choses très opérationnelles comme le taux de décroché, les temps d'attente, résolution de premier contact, ce genre de choses qui permettent effectivement de valider en tout cas opérationnellement que tout fonctionne bien, mais je pense qu'il faut aussi garder effectivement l'expérience client, et à ce moment-là on va plus se tourner sur tout ce qui est NPS, enquête de satisfaction, et même les réputations aussi au global, pour comprendre comment est perçue la marque. Réputation, recommandation, Bien sûr. et effectivement nous ce que l'on voit dans le digital c'est beaucoup le taux d'utilisation finalement des actes digitaux en autonomie par le client. Ce qui est aussi un bon score de finalement la facilité ou la simplicité que l'on a pu mettre en place de l'interface client, user experience qu'on a délivré. Et donc à la fois le nombre d'interactions, où est-ce qu'elles s'arrêtent, jusqu'où elles vont, la partie qualité de service est mentionné le taux de décroché, mais il y a beaucoup d'indicateurs autour de la qualité de service. Et puis tout ce qui est aussi sur le pilotage des actes digitaux et des investissements et du retour d'investissement de ces actes digitalisés quelque part par rapport à la satisfaction qui reste évidemment la satisfaction et la fidélisation, la rétention des clients qui restent des indicateurs absolument clés pour nos assureurs. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire à un client au tout début, non, finalement, ça ne va pas le faire, on va s'arrêter là, parce que vous sentez que le projet ne va pas aboutir correctement à terme? Je ne vous demande pas de nom. Hein. C'est quand même mieux quand on peut l'identifier. Je pense que si l'expression de besoin est bien faite, et quand je dis ça, c'est pas uniquement dans un sens. Ça veut dire qu'il faut aussi que le questionnement soit bien réalisé, que la phase de découverte soit bien réalisée pour bien cerner justement quelles sont les attentes. Normalement, on ne doit pas s'embarquer dans des projets où à mi-chemin, par exemple, on va se dire non, c'est pas possible. On va le savoir davantage en amont. C'est pas notre spécialité, on sait pas faire. C'est pas notre cœur de métier. Voilà. Et à ce moment-là, on va se retourner vers d'autres spécialistes, mais Et puis c'est vrai que dans les projets agiles aujourd'hui, on a justement beaucoup de boucles et beaucoup d'itérations qui permettent d'ajuster le tir très très vite. Et chez Capgemini, on a une ADN de co-construction avec nos clients où on ne vient pas avec une solution toute faite, on vient évidemment avec des expériences, avec des expertises, avec des propositions, mais on co-construit beaucoup avec le client et de manière itérative, ce qui permet d'éviter justement ce type d'écueil. C'est gros couac. On parlait effectivement tout à l'heure de bien choisir son partenaire. Je pense qu'effectivement, l'un des points clés, c'est effectivement de choisir un partenaire qui est agile et qui n'hésite pas effectivement à changer peut-être le plan initial pour atterrir là où on a vraiment besoin d'être. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'on fait aussi chez Axialis. Et je pense que c'est un des points principaux aussi à tester auprès des partenaires qu'on choisit. Il y a une chose qu'on pratique, nous, qui fonctionne assez bien. Donc, je ne sais pas si c'est une recette qui s'applique partout, mais c'est ce qu'on appelle un contrat d'engagement initial. Tu l'évoquais, c'est dans les deux sens. En fait, on a besoin de l'engagement du partenaire, mais on a aussi besoin de l'engagement de l'entreprise. Et c'est vrai que parfois, simplement répondre à une grille de fonctionnalités et venir démontrer une solution,
Je pense que c'est pas suffisant. Il y a des choses à creuser et une chose dont on n'a pas trop parlé aussi, le choix d'un partenaire. On n'est pas en train de choisir un partenaire pour 6 mois. Généralement, on construit des histoires sur plusieurs années. Donc, passer du temps ensemble pour qu'on puisse venir proposer une solution pour répondre aux besoins, c'est nécessaire. Et donc, il ne faut pas limiter cet investissement. Il faut être prêt à s'engager, à passer du temps ensemble pour essayer de répondre le mieux possible. Et du coup, si vous aviez des conseils ou alors des erreurs à éviter justement quand on se lance dans un projet, quels seraient-ils ? Excuse-moi, je pense qu'on a quand même beaucoup résumé. Je pense que faire abstraction ou limiter cette phase projet qui permet de vraiment cadrer, de se connaître, tu mentionnais cet engagement mutuel finalement l'un vis-à-vis de l'autre. Je pense qu'il est important de bien se connaître. Il faut aussi que les équipes s'entendent bien. On sait que quand les gens se sont déjà vus physiquement, se connaissent physiquement, l'échange ensuite est plus facile. On se dit aussi plus facilement quand ça va bien ou quand ça va pas bien, et surtout quand ça va pas bien pour éviter que les écarts se creusent. Moi, je crois que cette phase projet qui doit mobiliser énormément de directions transverses au sein de l'entreprise, enfin des deux entreprises, du client et du partenaire, je pense qu'elle est vraiment essentielle et qu'il faut pas la minimiser. Et après, pour ce qui nous concerne, je dirais qu'il faut peut-être aussi essayer de systématiser les périodes où le partenaire va pouvoir s'immerger dans l'activité et au sein de la production du client, parce qu'on y sent tout ce qui ne s'écrit pas, on y sent tout ce qui se dit à la machine à café. On a vu pendant le Covid que c'était important, cette partie-là, qui est un peu le non-verbal, j'ai envie de dire, voire le non-écrit, comprendre les valeurs, les enjeux, les attentes, et je pense que c'est vraiment essentiel. Ce que l'on fait beaucoup, nous, avec nos clients, c'est de donner du rythme. Voilà, et c'est d'avoir des paliers, finalement, de transformation dans lesquels on se dit clairement, à telle date, on veut avoir franchi tel palier, avec des choses observables, mesurables, avec aussi des équipes et des temps forts qu'on rassemble au moment de ces rétrospectives ou de ces paliers de transformation, et qui permet de garder une mobilisation et d'entraîner, finalement, cette dynamique d'amélioration qui est très vertueuse. On va reparler de la direction générale un peu. Moi, je pense qu'il faut que, pour éviter les erreurs, il faut que la direction générale comprenne qu'elle doit libérer du temps aux gens du métier pour s'impliquer dans les projets. On a dit qu'on ne faisait pas de langue de bois chez Assure & Co. Je ne pointe pas spécialement, mais souvent, on a des projets quand même qui sont pilotés par des directions techniques dans lesquelles le métier n'a pas assez de place, en fait. Donc, je pense qu'une des erreurs à éviter, c'est ça. C'est de laisser les projets être pilotés uniquement par un aspect technologique et ne pas mettre les gens du métier au cœur du projet dès le départ. Cyril, DSI, métier, tous ensemble Ouais, moi j'ai envie de mettre le point aborder 2 points en tout cas. Le premier, c'est qu'on fait de la relation client et donc forcément l'humain est hyper important. Et tout l'enjeu pour moi, c'est de mettre le bon curseur entre l'automatisation et garder du lien. C'est-à-dire que même si des fois on répond à des appels qu'on considère à faible valeur ajoutée, garder le contact avec la personne qui est en face, ça fait partie du monde de la relation client et c'est ça la création de la valeur aussi qu'on fait. Et le deuxième point, c'est effectivement toujours garder la vision globale des cas d'usage au moment où on se lance sur un projet, c'est hyper important, sur quel est le contexte, qu'est-ce qu'on veut faire et ne pas oublier en tout cas ses objectifs au fur et à mesure que le projet avance. Garder le cap. Garder le cap. Ce sera le mot de la fin, garder le cap. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et je vous donne rendez-vous pour le 3e épisode des Rendez-vous de l'expérience client, saison 2, très prochainement.